Ce chef-d'œuvre architectural n'est pas l'aspect le plus révolutionnaire de ce site. Il est très difficile de comprendre la fonction d'un édifice comme Göbekli Tepe. Pendant des décennies, les archéologues ont contemplé les pierres millénaires de Göbekli Tepe perplexes face aux étranges gravures qui ornent ces piliers vieux de 12 ans. Toutes les théories ont échoué. Toutes les explications se sont effondrées. Je me suis rendu sur place et j'ai commencé à creuser. Ils comprirent ce qui se trouvait réellement sur ce site. Sa découverte fut stupéfiante. Après avoir mis au jour le premier pilier en forme de T enfoui sur le site, il découvrit rapidement d'autres structures massives de ce type. Puis, l'intelligence artificielle les a examinées, lisant chaque sillon, chaque marque oubliée, et a mis au jour quelque chose qu'aucun esprit humain n'avait jamais perçu. Ce qu'elle a découvert n'était pas seulement un fragment d'histoire. C'était un avertissement remontant aux origines mêmes de la civilisation. Au cœur du site antique de Göbekli Tepe, dans le sud-est aride de la Turquie, une colline calcaire basse domine la vaste plaine de Harran. Les habitants l'appellent la colline du ventre rond. Les archéologues, quant à eux, la nomment Göbekli Tepe. Il se dresse à quelques kilomètres seulement de la ville de Şanlıurfa, sur la chaîne de Germouch, où la pierre pâle sous vos pieds est la même que celle que les bâtisseurs antiques ont jadis taillée de leurs propres mains. Ce qui rend cette crête extraordinaire, ce n'est pas sa taille, mais son ancienneté. Göbekli Tepe date du tout début du Néolithique, entre 9600 et 8200 ans avant notre ère. C'était bien avant la poterie, bien avant le métal. Pourtant, sur cette crête exposée, on taillait et façonnait déjà des blocs de pierre plus hauts qu'une maison qu'on dressait en cercle qui conservent encore leur forme aujourd'hui. Sous les toits protecteurs modernes, des pièces rondes et ovales apparaissent dans le calcaire. Chacune d'elles est constituée d'une paire de hauts piliers en forme de T au centre, entourés d'un anneau de piliers plus courtes intégrés à d'épais murs circulaires. La paire centrale est gigantesque. Certaines atteignent près de 5,5 mètres de haut et pèsent près de 9 tonnes. Les piliers extérieurs atteignent environ 4 mètres de haut. Imaginez l'effort que cela a nécessité. Sans grue, sans burin, en fer sans roue. Des hommes armés d'outils en pierre de corde et d'un travail d'équipe soulevaient des blocs de calcaire et les mettaient en place à la seule force de leurs bras. La pierre provenait d'ici même. La crête elle-même servait de carrière. On distingue encore les tranchées creusées dans la roche et les formes inachevées des piliers taillés dans le substrat. Certains semblent avoir été quittés hier encore. Leurs contours sont nets, les marques de ciseaux encore bien visibles. Ces cicatrices permettent de retracer l'ensemble des opérations, depuis l'ébauche du pilier jusqu'à son hissage le long de la pinte et son insertion dans un logement préparé. Malgré des décennies de recherche, seule une petite partie de la colline a été dégagée. Les relevés topographiques révèlent que de nombreux autres cercles restent enfouis sous la terre. Les archéologues estiment qu'à ce jour seul, un dixième environ du site a été fouillé, et les cartes radars suggèrent de la présence d'au moins 20 grands enclos souterrains. Les 4 que nous pouvons observer sont désignés par les lettres A à D. Les gravures sur ces pierres sont remarquables, on y voit des animaux se déplacer. Des renards au corps allongé, des sangliers aux pattes courtes et à la tête massive des serpents enroulés autour des bords des vautours déployant leurs ailes. Les figures humaines sont rares, mais les piliers eux-mêmes sont sculptés pour représenter des êtres humains. Certains présentent des bras et des mains sculptés sur leurs côtés, avec des ceintures et des pagnes enroulés autour de leur base. Les larges plateaux hâtés font office de tête. Le plus surprenant n'est peut-être pas la manière dont l'édifice a été construit, mais plutôt la façon dont il a été enfoui. Ces pièces massives n'ont pas été laissées à l'abandon. Ces enclos ont été délibérément comblés. Des tonnes de gravats et de débris calcaires,
y ont été déversés jusqu'à ce que les murs et les piliers disparaissent. L'enclos D à lui seul contenait environ 500 mètres cubes de remblai, soit assez pour recouvrir une petite maison moderne. Ce remblai raconte sa propre histoire. Parmi les blocs de calcaire se mêlent des traces de vie quotidienne, des éclasses de silex provenant de la fabrication d'outils, des os brisés lors de repas et même des fragments d'os humains portant des marques de découpe. Ces détails révèlent les activités qui animaient le site travail de la pierre abattage, festin et nettoyage après des rassemblements si importants qu'ils laissaient des montagnes de déchets. Plus loin, sur les pentes des bâtiments plus petits, témoignent de phases d'occupation ultérieures. Cette même crête témoigne d'une activité de transformation alimentaire à grande échelle. Les archéologues y ont répertorié plus de 70 outils de broyage. Inévitablement, en archéologie, lorsqu'on ignore la fonction d'un objet, on pense à un rituel. Mais en réalité, ce ne sont que des conjectures. Des dalles, des meules et des bassins peu profonds présentent tous des traces d'usure dues au broyage et à la mouture des grains. Des traces microscopiques de silice végétal confirment ce travail. L'orge sauvage, l'engrain et d'autres céréales anciennes étaient moulues ici bien avant l'avènement de l'agriculture formelle. La quantité d'équipements témoigne d'une production alimentaire à grande échelle, probablement pour les grands rassemblements saisonniers, où les gens se réunissaient pour sculpter, construire et célébrer. L'endroit peut paraître austère aujourd'hui, mais ses bâtisseurs savaient le rendre habitable. Des canaux creusés dans la roche-mère menaient à de profondes fosses, qui servaient probablement de citernes. Ensemble, elles pouvaient contenir environ 150 mètres cubes d'eau, suffisamment pour approvisionner une communauté pendant les mois de sécheresse. C'est ce qui a permis aux habitants de vivre et de travailler sur cette haute crête pendant si longtemps. En s'intéressant à d'autres sites que Göbekli Tepe, les chercheurs ont découvert qu'ils faisaient partie d'un ensemble plus vaste. Dans toute la province de Şanlıurfa, on trouve des collines parsemées de vestiges similaires. D'autres sanctuaires et sites d'habitation en pierre sont désormais regroupés sous le nom de Taş Tepeler, qui signifie « colline de pierre ». Des sites comme Karahan Tepe et Sefer Tepe présentent les mêmes piliers en forme de T et des sculptures animales, mais chacun possède un style unique. À Karahan Tepe, les archéologues ont mis au jour un pilier en forme de T, sculpté d'un visage humain, ainsi qu'un escalier vierge évoquant un masque émergeant d'une pierre enfouie depuis plus de 10 ans. Ensemble, ces sites témoignent que toute cette région formait un réseau de bâtisseurs expérimentant l'architecture et l'iconographie à l'aube de la sédentarisation. L'histoire de Göbekli Tepe s'étend sur plusieurs siècles. Si les enclos circulaires les plus anciens et les plus vastes datent de la toute première phase du Néolithique, les générations suivantes ont construit des pièces rectangulaires plus petites autour d'eux, réutilisant souvent des pierres provenant des anciens cercles. Les analyses au radiocarbone effectuées sur du charbon de bois et du plâtre confirment clairement cette chronologie. D'abord apparurent les grands cercles de pierre, puis les espaces domestiques plus modestes qui les entouraient. Et enfin, le tout soigneusement enfoui sous une épaisse couche de gravats et de terre. La redécouverte de Göbekli Tepe commença au début des années 1990. Un archéologue allemand du nom de Klaus Schmidt effectuait des relevés topographiques dans la région lorsqu'il réalisa que ce que les habitants prenaient pour de simples murets de pierre étaient en réalité les sommets de piliers enfouis. Il a entrepris des fouilles avec l'Institut archéologique allemand et le musée de Şanlıurfa, révélant le premier des grands cercles. Après sa mort en 2014, des équipes de l'Université d'Istanbul et de l'Institut allemand ont poursuivi les travaux. En 2018,
l'UNESCO a inscrit Göbekli Tepe sur la liste du patrimoine mondial, le qualifiant de site d'une valeur universelle exceptionnelle, un tournant où de petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont fait leurs premiers pas vers une vie communautaire et des constructions organisées à grande échelle. Cette organisation se perçoit dans l'agencement de chaque cercle. Les bâtisseurs ont façonné chaque pièce avec précision. Murs massifs, banquettes intégrées, paires de piliers centraux se faisant face comme deux figures en conversation silencieuse. Certains sols étaient recouverts d'un enduit à la chaux lisse qui porte encore les traces de brûlure de sa pose et de son durcissement. Plus tard, lors du nettoyage ou de la réparation d'une pièce, ces mêmes sols à la chaux étaient remis en place. Chaque rainure et chaque ligne ont été relevées avec une précision extraordinaire. Les archéologues utilisent désormais la photographie haute résolution, la numérisation laser et la modélisation tridimensionnelle pour immortaliser chaque trace avant qu'elle ne disparaisse. Ces archives numériques leur permettent d'étudier la formation de chaque pilier et son évolution au fil des millénaires. L'environnement qui entoure la crête contribue également à expliquer son choix par les populations. La vue s'étend sur toute la plaine des Hérons, offrant un panorama à 360 degrés. Des silex pour la fabrication d'outils jonchent le sol et le calcaire assez tendre pour être taillé est suffisamment résistant pour tenir debout. Des pistachiers et des amandiers sauvages poussaient à proximité et des troupeaux saisonniers de gazelles et d'onagres passaient à portée de main. C'était un lieu suffisamment riche pour attirer les gens, mais suffisamment paisible pour se sentir à l'écart du quotidien. Les bâtisseurs ont laissé leur message gravé dans la pierre, et lorsque l'IA a finalement déchiffré ces marques, elle y a décelé des schémas qu'aucun humain n'aurait pu percevoir. Tout autour des animaux sculptés sur les piliers se trouvent des formes plus petites, qui semblent simples au premier abord. Des lignes droites de petits V, formant des chevrons de fin croissant, évoquant des bouches ouvertes, et quelques haches bien dessinées qui semblent toujours apparaître aux bons endroits. Sur l'ensemble du site, ces mêmes formes simples se répètent suffisamment souvent pour qu'elles ne soient manifestement pas aléatoires. Le H est net et harmonieux. Les croissants apparaissent tantôt à l'horizontale, tantôt à la verticale. Les chevrons s'alignent en bandes parfois empilées comme des échelles. Il ne s'agit pas d'écriture au sens où nous l'entendons, mais ce n'est pas non plus une simple décoration sans âme. Les archéologues affirment que les piliers ont été sculptés à l'effigie de figures humaines. Il a fallu déplacer l'un de ces piliers monolithiques de la carrière de calcaire jusqu'au sommet de la colline où il se dresse aujourd'hui. Ces hautes figures dressées sont ornées d'animaux et de symboles, comme si elles les portaient en guise de vêtements ou de marques. Le message qu'elles véhiculaient provenait probablement de la combinaison de ces éléments. Peut-être un animal placé près d'un symbole, une marque gravée plus haut ou plus bas sur le corps, ou une créature tournée dans une direction particulière à côté d'une bande de lignes. Ce genre de motif est facile à repérer à l'œil nu, mais le déchiffrer sur des centaines de piliers est un travail long et fastidieux. Il semblerait que les bâtisseurs aient été des survivants, possédant les connaissances et les techniques nécessaires pour construire un tel édifice. C'est là que les ordinateurs interviennent discrètement. Ils ne déchiffrent pas les signes anciens comme des traducteurs magiques, mais ils prennent en charge les tâches fastidieuses et minutieuses qui épuisent les humains. L'équipe commence par photographier chaque centimètre carré de la pierre face côté et même dessous, puis transforme ces photos en modèles 3D détaillés. Chaque fine ligne, chaque éclat, chaque rainure est intégré à la copie numérique, ce qui permet de conserver même les gravures les plus discrètes, quelle que soit la façon dont la lumière du soleil frappe la pierre réelle. Une fois ces modèles créés, le logiciel peut commencer le tri.
Ils tracent les contours, détachent les animaux de l'arrière-plan et mettent en évidence chaque marque répétée. Imaginez comment votre téléphone regroupe les photos d'un même visage. En archéologie, un logiciel peut faire de même pour les formes en repérant chaque hache, en comptant les croissants ou en signalant les endroits où des bandes en chevron apparaissent ensemble. Le projet DeepScribe a déjà utilisé cette méthode sur d'anciennes tablettes d'argile, couvertes d'inscriptions en forme de coins. Les machines ont aussi un avantage considérable, elles ne se fatiguent jamais et ne changent jamais d'avis en cours de route. Si vous lui demandez de mesurer la distance entre deux rainures, elle vous donnera la même réponse au lever du soleil comme à minuit. Elle peut corriger les variations d'éclairage d'angle et de conditions météorologiques. Ainsi, lorsque des chercheurs affirment qu'une marque apparaît 20 fois sur un pilier et 3 fois sur un autre, ces chiffres ont une signification concrète. La constance peut paraître ennuyeuse, mais c'est le meilleur moyen d'éviter les illusions. Ce type de projet ne se limite pas à la Turquie. Au Pérou, une équipe internationale a utilisé l'intelligence artificielle et la photographie par drone pour découvrir des centaines de nouveaux géoglyphes de Nazca, ces minuscules figures gravées dans la roche du désert qui étaient restées invisibles pendant des décennies. Le logiciel a scanné de vastes paysages en quelques mois, au lieu de plusieurs années, a repéré les formes possibles et a fourni aux archéologues une liste restreinte à vérifier sur place. Sur la Crète, un autre débat persiste. Certains affirment que les encoches en forme de V, gravées sur des bandes traversant certains piliers, forment un système de numération cachant une sorte de calendrier primitif. On dit que les encoches correspondent à des nombres précis et suivent des motifs répétitifs. Quelques articles scientifiques ont effectivement exploré cette idée et l'hypothèse de calendriers anciens suscite un vif intérêt. Cependant, les rapports de l'équipe de fouilles elle-même ne confirment aucun système de numération standardisé à Göbekli Tepe et les archéologues de terrain ont maintes fois mis en garde contre l'idée de considérer un seul pilier, en particulier le pilier 43, comme un unique système de numération. Plus connu sous le nom de pierre du vautour, c'est la pierre la plus commentée de toute la colline. Sur sa face avant, on distingue un grand oiseau aux ailes déployées, un scorpion à la queue recourbée, quelques petits animaux, une figure humaine sans tête près de sa base et une forme ronde flottant au-dessus de l'aile de l'oiseau. Ses flancs étroits présentent des gravures plus discrètes, souvent invisibles sur les photos, ce qui explique en partie pourquoi ce pilier isolé est constamment au cœur des débats. On y voit une histoire gravée dans la pierre. Certains y voient un message d'autres, un calendrier d'autres, encore un souvenir du ciel. Si tout cela a un sens, il se trouve dans la comparaison de tous les piliers et non dans la sélection d'une seule scène. Alors que faire de ce que nous avons sous les yeux sans tirer de conclusions hâtives? Pour le pilier 43, l'IA peut délimiter chaque sculpture, même les plus discrètes, dissimulées près des bords. Elle peut mesurer l'espacement entre les formes en forme de sac au sommet et le comparer à celui de bandes similaires sur d'autres piliers. Elle peut déterminer si la figure humaine sans tête à la base a été sculptée avec la même pointe de ciseaux que le vautour au-dessus ou si elle a été ajoutée ultérieurement. On peut vérifier si le scorpion sculpté ici correspond à ceux gravés sur d'autres pierres, même courbe, même profondeur, de traits même main. Dès lors, les arguments ne relèvent plus de l'imagination mais des preuves. Bien sûr, Göbekli Tepe n'est pas un laboratoire immaculé. Les pierres sont érodées et bréchées et partiellement recouvertes de toits protecteurs qui projettent des reflets. Quelques sculptures apparaissent derrière des murs plus récents. L'IA apporte son aide en combinant des scans laser tridimensionnels avec des photos prises sous différents angles d'éclairage, permettant ainsi de détecter même une ligne ténue. Mais au final, rien ne remplace l'œil humain. Les archéologues retournent encore sur les piliers à l'aide d'un éclairage rasant des lampes pointant vers le bas afin de confirmer les observations de l'ordinateur. La machine effectue le gros du travail.
l'humain décide de ce qui est réel. Et il est important de se rappeler ce que l'IA ne peut pas faire. Un ordinateur peut vous indiquer que deux formes correspondent, mais il ne peut pas vous dire ce que cette forme signifiait pour les personnes qui l'ont sculptée il y a environ 12 0 ans. Percevoir des motifs qui n'existent pas réellement représente un danger tant pour les humains que pour les machines. Les archéologues ont même un terme pour désigner ce phénomène. La pareidolie, cette tendance du cerveau à transformer des marques aléatoires en images familières. Seule la discipline permet de s'en prémunir. Les algorithmes suggèrent des schémas, mais la décision finale revient à ceux qui connaissent le site, les outils et la culture locale. Derrière chaque sculpture se cachaient de vraies personnes, mangeant, célébrant et honorant quelque chose de bien plus grand qu'elles-mêmes. Au cœur des festins et des rituels de Göbekli Tepe, si vous étiez entré dans Göbekli Tepe lorsqu'il était animé par la foule, la première chose qui vous aurait frappé n'aurait pas été les sculptures, mais l'odeur. L'air était saturé d'odeurs de viande rôtie et de céréales concassées. Un festin capable de nourrir des centaines de personnes. Lorsque les archéologues ont fouillé les remblais qui recouvraient le site, ils en ont trouvé la preuve des tonnes d'ossements. C'est fini ce montant T. Mais je pense vraiment que l'explication la plus simple est la plus probable. Regarde un peu la taille de ce truc. Aurochs gazelles, ânes sauvages cerfs, tous abattus, cuisinés et mangés en quantité qui ne s'expliquent que par des foules entières rassemblées en ce lieu. Un os à lui seul a figé une histoire la patte avant d'un aurochs avec une pointe de silex encore fichée dedans. Celui qui a lancé cette lance a visé les côtes et a raté sa cible. Et ceux qui sont venus savaient quand intervenir. Les dents de gazelle en témoignent. Au fil de leur croissance, les dents d'une gazelle conservent la trace des saisons dans leur couche chimique. L'analyse des dents de Göbekli Tepe a révélé que ces animaux chassaient principalement à la fin de l'été et en automne, période où les troupeaux se rassemblaient dans la plaine. Cela signifie que les rassemblements étaient saisonniers, rythmés par les migrations et l'abondance des ressources. La nourriture n'était pourtant que la moitié de la raison de leur rassemblement. Parmi les ossements d'animaux se trouvaient des fragments de crânes humains, des centaines, dont certains portaient des marques qui ne pouvaient être accidentelles. De profondes rainures délibérées avaient été creusées dans l'os, tantôt sur le dessus, tantôt sur le front. Quelques-uns présentaient de petits trous percés de part en part. L'examen microscopique a révélé que les incisions avaient été pratiquées alors que l'os était encore frais. Dans certains cas, des traces de pigments rouges ont été retrouvées dans les sillons. Le message est clair. Il ne s'agissait pas de sépultures. C'étaient des trophées des reliques ou des symboles utilisés dans des rituels. Les archéologues parlent d'une forme de culte du crâne, une tradition selon laquelle certaines têtes étaient nettoyées, sculptées, peintes, et peut-être exposées longtemps après la mort. Sur plus de 700 fragments humains, seule une poignée présente ce traitement, ce qui laisse penser qu'il ne s'agissait pas de victimes choisies au hasard. Les animaux faisaient également partie de la vie rituelle. Le mélange d'ossements d'oiseaux trouvés à Göbekli Tepe était inhabituel pour cette région et cette époque. On y trouve beaucoup plus de petits oiseaux que de grands, alors que des sites voisins de la même période présentent le contraire. Cette différence ne tient probablement pas qu'au choix de chasse. Elle pourrait révéler une signification particulière attachée à certaines espèces ou à des rassemblements qui avaient lieu à une autre saison, lorsque les petits oiseaux étaient plus fréquents. Autrefois, la couleur emplissait les espaces qui paraissent aujourd'hui dénudés. Le site est entouré de récits fascinants et il est vraiment spectaculaire. Pendant des années, les piliers sont apparus comme de simples pierres blanchies par le soleil. Mais à mesure que les équipes nettoyaient, les nouvelles découvertes à l'abri des traces de peinture ont commencé à apparaître. En 2023, une statue de sanglier sculpté a fait son apparition, portant encore des traces de pigments rouges, blancs et noirs. La pierre elle-même témoigne de liens qui s'étendaient bien au-delà de la colline.
Parmi les outils en silex locaux se trouvent de minuscules fragments d'obsidienne, un verre volcanique introuvable aux alentours de Göbekli Tepe. Des analyses ont permis de les relier à des volcans situés à plus de 160 km à l'est aux alentours de Bingöl et de Nemrut Dağ. Chaque fragment indique qu'une personne a voyagé ou commercé en portant des morceaux du monde lointain jusqu'à cette crête. Les rituels pratiqués au sol étaient une chose, mais la signification gravée dans la pierre pointait plus haut vers le ciel lui-même. Quand on lève les yeux vers le ciel nocturne, on a l'impression qu'il est hors du temps, mais ce n'est pas le cas. Au fil des milliers d'années, le ciel se transforme lentement. La Terre oscille légèrement en tournant sur elle-même comme une toupie qui penche d'un côté puis de l'autre. Les astronomes appellent cette oscillation la précession des équinoxes. C'est un mouvement lent et prévisible qui met environ 20 ans pour effectuer un cycle complet. On ne le remarque jamais au cours d'une vie, mais sur de longues périodes. La Terre se décale doucement, ce qui explique l'alignement des constellations avec le Soleil au fil des saisons. Cette lente dérive est importante car certains chercheurs pensent que le pilier 43 pourrait enregistrer l'aspect du ciel à un moment précis du passé lointain. Il souligne la ressemblance entre les animaux sculptés sur sa surface, notamment le scorpion, et les constellations qu'ils y voient. Si l'on interprète ce panneau comme une sorte de carte du ciel, alors, en remontant le temps grâce à la précession des équinoxes, le motif semble correspondre à une courte période de l'histoire géologique. Une étude publiée en 2017 a avancé cette thèse de manière directe, suggérant que la gravure correspond aux constellations telles qu'elles apparaissaient au 11e millénaire avant notre ère. Cependant, les archéologues qui effectuent des fouilles sur le site restent prudents face à ce genre d'affirmation. Ils rappellent que le site a subi des transformations au fil des siècles. Les piliers étaient réutilisés, déplacés ou retaillés. Les bâtiments étaient reconstruits, puis délibérément enfouis. Il est donc risqué de considérer une seule pierre comme une image littérale du ciel. Même sans examiner les gravures, cette période, il y a environ 12-0 à 11-0 ans, correspond directement à l'un des épisodes climatiques les plus marquants de l'histoire récente de la Terre. À cette époque, le monde se réchauffait après la dernière période glaciaire. Mais au moment même où les glaciers reculaient, un phénomène étrange se produisit. Le réchauffement s'est arrêté. Les températures dans l'hémisphère nord ont chuté brutalement presque du jour au lendemain à l'échelle géologique. Ce refroidissement soudain a duré environ 1000 ans et est connu sous le nom de Dryas récent. On peut clairement observer le Dryas récent dans les carottes de glace, les sédiments lacustres et les analyses polyniques du monde entier. C'est un signal net et précis. Ce qui reste encore à déterminer, c'est pourquoi il s'est produit. Un groupe de scientifiques attribue ces changements à des modifications des courants océaniques, une sorte de réaction en chaîne déclenchée par l'afflux massif d'eau de fonte glaciaire dans l'Atlantique Nord, perturbant ainsi le flux d'eau chaude provenant des tropiques. Un autre groupe, en revanche, pense qu'un autre phénomène a frappé la Terre depuis l'espace. Non pas un impact massif unique, comme celui qui a anéanti les dinosaures, mais une série d'explosions atmosphériques ou de fragments spatiaux de plus petite taille qui ont dispersé des poussières, provoqué des incendies de forêt et déréglé le climat. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'impact du Dryas récent, et c'est l'un des débats les plus controversés de la géologie moderne. Si elle persiste, c'est parce que certains indices semblent pointer vers une origine plus lointaine. En 2013, des scientifiques étudiant la glace du Groenland ont découvert une augmentation soudaine de la concentration de platine, un élément souvent associé à la poussière spatiale, ou aux débris de météorites au tout début du Dryas récent. Quelques années plus tard,
Une autre équipe a signalé la présence du même pic de platine dans des couches de sol à travers l'Amérique du Nord, toutes datées de la même période. Lorsque différents sites présentent la même signature chimique dans une même couche, cela commence à ressembler à un phénomène mondial. D'autres groupes ont apporté de nouveaux éléments à ce puzzle. De minuscules billes vitreuses appelées microsphérules, qui se forment uniquement sous l'effet d'une chaleur extrême des couches riches en suie, suggérant des incendies à l'échelle continentale, et d'étranges particules métalliques enfouies dans la vase lacustre. Chacun de ces indices laissait présager un événement violent dans l'atmosphère. Puis, en 2024, une nouvelle étude a étendu ses recherches au large. Dans la baie de Baffin, entre le Canada et le Groenland, des chercheurs ont découvert dans des carottes de sédiments océaniques une couche présentant le même mélange des grains métalliques des microsphérules et un autre pic important de platine, le tout à la limite où débute le Dryas récent. C'est la première fois qu'une signature de type impact est détectée dans des carottes sédimentaires prélevées en eau profonde plutôt que sur Terre, ce qui explique la reprise du débat. Cependant, cette histoire présente deux facettes. Pour chaque étude suggérant un impact, une autre soutient que les preuves ne concordent pas. Certains géologues avancent que ces particules pourraient provenir d'une activité volcanique, voire d'incendies de forêt de grande ampleur, qui ne nécessitent aucune intervention spatiale pour se déclencher. D'autres soulignent que la datation des différents sites ne concorde pas toujours et que le cratère caractéristique attendu d'un impact majeur n'a été observé nulle part. L'hypothèse de l'impact reste donc une possibilité, mais n'est pas encore définitivement écartée. Un élément spatial susceptible d'être à l'origine de ces phénomènes revient régulièrement dans les débats scientifiques et folkloriques l'essaim météoritique des Taurides. Chaque année, la Terre traverse ce nuage de débris à deux reprises, une fois à la fin du printemps et une autre fois à la fin de l'automne. Ces fragments proviennent d'une famille de comètes brisées, dont la comète Encke. La plupart des années, les Taurides ne produisent que de lentes et brillantes boules de feu qui dérivent dans le ciel nocturne. Mais parfois, le flux s'intensifie. En 2015, des réseaux de caméras à travers l'Europe ont enregistré une vague de boules de feu exceptionnellement grandes, suffisamment brillantes pour illuminer des vallées entières. Les astronomes analysant les images ont découvert que la Terre avait traversé un bras dense du courant des Taurides, un essaim de fragments plus importants dissimulés au sein du courant principal. Uro Mazda annonça au grand roi Yima qu'un terrible désastre allait se produire, un serpent géant descendrait des cieux sur la Terre. Ce n'est pas la preuve d'une catastrophe ancienne, mais cela montre que les Taurides sont plus complexes qu'on ne le pensait. Lorsque la Terre rencontre l'un de ces nœuds importants, les risques d'impact de gros météores augmentent considérablement. Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant les vidéos qui apparaissent à l'écran pour d'autres histoires incroyables.